À 5 jours du premier tour des élections législatives, la tension monte encore d'un cran. Dans cette campagne éclair, le risque de guerre civile en cas de victoire des extrêmes, brandi hier par Emmanuel Macron, a évidemment dynamité le débat. Marine Le Pen et Éric Ciotti livraient ce matin leur analyse après cette sortie du président. On les écoute. J'ai l'impression que c'est un souhait de la part d'Emmanuel Macron. Plus qu'un constat, plus qu'une prévision. C'est un souhait, c'est une stratégie. C'est la stratégie de la peur. Il n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il nous a fait toutes les campagnes présidentielles, moi ou le chaos. Je pense que les Français ont constaté qu'il était le chaos, il incarnait le chaos depuis sa première élection par ailleurs. Et je trouve que c'est un argument extrêmement faible, qui démontre d'ailleurs d'ores et déjà qu'il pense avoir perdu cette élection. Nous sommes rejoints par Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre socialiste de l'Éducation nationale. Vous dirigez l'ONG One France. François Patriat, sénateur macroniste de Côte-d'Or, président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Philippe Ballard, député sortant du Rassemblement national, candidat à sa réélection. Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV. Guillaume Fard, consultant police-justice de notre chaîne. Najat Vallaud-Belkacem, comprenez-vous cette sortie présidentielle sur le risque de guerre civile si le Front populaire ou le RN l'emporte ? La question à se poser aujourd'hui, c'est qui n'est pas le chaos, en fait. Parce que la réalité, c'est que ce soit le président de la République qui a provoqué cette situation absolument intenable, que ce soit l'extrême droite avec les mesures qui sont annoncées, et que ce soit une partie des Républicains qui, évidemment, ont un comportement qui est en contradiction totale avec les valeurs de la République dont ils se gargarisent tous les jours. Au fond, le seul endroit où on a l'impression, et d'ailleurs il n'y a qu'à suivre ce que fait la société civile en ce moment et pour qui elle se mobilise et avec quelle énergie, c'est du côté du nouveau Front populaire. Donc si la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment échapper au chaos, je pense que la réponse est assez simple. Guillaume Fard, les mots ont un sens. C'est quoi concrètement la guerre civile ? La dernière fois que ce terme a été employé par des représentants de l'État, c'était à Mayotte il y a quelques semaines. Oui, enfin, la guerre civile, c'est 1956 quand le contingent débarque à Alger. Ça, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile avec des attentats sur le territoire algérien, en métropole, comme on disait à l'époque. On disait publiquement événement, mais c'était la guerre civile. Il y a eu un putsch, d'ailleurs, qui a conduit également à ce qu'on active l'article 16 de la Constitution. Oui, mais là, le président de la République l'utilise à 5 jours d'un vote très important. C'est excessif. C'est excessif et ça ne caractérise en rien la situation que nous vivons. Pas plus en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Et il n'y a pas de guerre civile. Nulle part. Il n'y en avait pas au moment des Gilets jaunes, il n'y en a pas plus aujourd'hui. La guerre civile, c'est quand on s'entretue dans la rue, par dizaines, par centaines, par milliers, armés. C'est la guerre d'Espagne, la guerre civile. Voilà, entre 1936 et 1939, vous avez une guerre civile. On n'en est pas là, fort heureusement. Et on a une administration qui tient, une police et une gendarmerie qui, à ma connaissance, tiennent la rue. Et personne n'est en train de s'entretuer. Le 15 juin dernier, il y a eu une grande manifestation qui s'est d'ailleurs déroulé dans un calme tout à fait relatif. Alors on se tourne vers vous, François Patriat. Impossible depuis hier de trouver un élu de la majorité qui reprend à son compte les propos du président de la République. Guerre civile. Est-ce que vous assumez cette sortie ? La France court-elle vers un risque de guerre civile en cas de victoire du Rassemblement national ou du Front populaire, selon vous ? Alors je sais bien que c'est mon rôle habituel, mais vous en avez trouvé un. Parce que je veux dire, la guerre civile, le mot est peut-être trop grand. Mais ce qui s'est passé dans les banlieues... Si le mot est trop grand, il ne peut pas l'utiliser. Il est chef de l'État. Je crois qu'il veut montrer aujourd'hui que le jour d'après, en fonction des résultats, personne ne peut aujourd'hui ignorer ce qui peut se passer dans les rues, le soir, dans toutes les villes de France, voire à la campagne à côté. Alors le mot guerre civile, j'entends bien ce que vient de dire la définition. Il reste que les mouvements, les heurts, les drames qui peuvent se passer, on voit bien qu'il y a déjà des gens qui se lâchent terriblement aujourd'hui. On a vu... Si vous pensez que les images des commandements des banlieues ne ressemblent pas à la guerre civile... Ça l'été dernier ? Oui. Mais en quoi c'est la guerre civile ? Ce sont des émeutes urbaines, mais ce n'est pas la guerre civile. Oui, d'accord. Ça y ressemble étrangement entre des Français qui se battent entre eux, des Français avec les policiers. C'est délicat de jouer sur des mots quand même aussi importants. Je pense que le choix des Français peut entraîner demain une forme de récession que je condamne, une forme de déclin que je condamne et une forme de violence. Et je crois que cette forme de violence, le président l'a montré du doigt, elle peut exister. Il ne s'agit pas de dire, moi, le cas aujourd'hui... Vous avez peur de voir des Français se battre entre eux à l'issue du second tour des élections ? Bien sûr que ça peut arriver. Mais bien sûr. Mais si vous le niez, bien sûr que ça peut arriver. Est-ce que vous n'êtes pas lucide à ce point ? Moi, je le pense, oui.
Philippe Ballard, votre priorité en ce moment, c'est justement de rassurer les Français, on l'a bien compris, y compris ceux d'ailleurs qui ne votent pas habituellement pour vous, sur le fait que le pays ne plongera pas dans le chaos si vous arrivez au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces termes utilisés par le président de la République qui ne sont pas neutres ? Écoutez, vous avez passé un extrait de Marine Le Pen. Hier, Jordan Bardella disait, en faisant peut-être référence à un livre politique, un président ne devrait pas dire ça, bien sûr. Mais enfin... Le président de la République a quand même bien divisé depuis 7 ans la société française. On rappelait les émeutes d'il y a un an. C'est vrai que c'était des émeutes, mais à certains moments, quand même, on n'était pas loin de la ligne rouge. Il y a eu les Gilets jaunes. Moi, à l'époque, j'étais observateur. Quand le président de la République, en décembre 2018, au Puy-en-Velay, a failli être rattrapé par des gilets jaunes qui se trouvaient devant la préfecture. On n'était pas en guerre civile, mais enfin, on a quand même connu une situation d'extrême tension. Oui. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette guerre civile qui n'arrivera pas, parce qu'effectivement, on apaisera le pays en formant un gouvernement d'union nationale, mais il faut tout faire pour retrouver de l'apaisement dans le pays. On en a un grand besoin. Et puis un dernier mot sur Emmanuel Macron, qui ne cesse de parler. Mais vous savez, au moment des Européennes, il a beaucoup parlé, le chef de l'État. On ne peut pas dire que ça nous a été défavorable. Donc... Voilà. On reviendra sur cette notion d'union nationale que vous venez d'évoquer il y a quelques instants parce qu'elle fait débat. Anna Cabana, on sent tout de même quand même un malaise général au sein de la majorité sur ce terme de guerre civile qu'il a répété 7 fois hier, hormis désormais François Patriat qui l'assume. On imagine que les élus macronistes, en tout cas, sont excédés par les prises de parole intempestives du président en ce moment. Mais il y a une vraie exaspération, mais si vous voulez, elle a commencé dès le lendemain de l'annonce de la dissolution. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils lui demandaient les uns et les autres, c'est qu'ils se taisent, qu'ils les laissent essayer de sauver leur peau, parce que c'est ça qu'ils nous disent. Et je pense qu'ils vont même presque finir par le dire devant les micros, tellement l'exaspération est à son comble. Chaque prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui est perçue et ressentie par ceux qui sont encore les élus de la majorité pour quelques jours comme un boulet. C'est-à-dire que c'est vraiment, et même au sein même de l'Élysée, les conseillers aimeraient qu'il arrête de prendre la parole publiquement. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, considère que sa responsabilité, c'est de s'exprimer, qu'il s'est mis par cette annonce surprise de dissolution en première ligne et qu'il faut assumer cette première ligne. Oui, mais il est le seul à penser ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, il y a véritablement... Je suis sûre que même le vaillant combattant du macronisme, qui est M. Patriat en face de moi, ne pourra pas dire qu'il attend du président de la République aujourd'hui des expressions quotidiennes. Or, c'est bien ce à quoi vous avez droit. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est ce que vous attendez, qu'il s'exprime tous les jours ? Moi, je crois que dans le Macron-bashing que je vois tous les jours depuis des mois et des années, on pourra avoir une médaille aux Jeux Olympiques, oui. On pourra l'avoir. C'est possible qu'on l'ait. Parce que vraiment, sur tous les plateaux, tous les jours, tout le monde, Macron. Et ça, depuis des années, j'entends bien. Quand quelqu'un, comme M. Ballard, dit diviser les Français, ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir, c'est justement réunir les Français en disant, voilà, je prends des gens de gauche et des gens de droite, je ne cherche pas à les diviser, je cherche à les rassembler pour essayer de redresser ce pays, lui faire retrouver l'ordre et la souveraineté. Pas réussi sur tout, on est bien d'accord, bien évident. Mais aujourd'hui, penser que des parlementaires puissent penser que parce qu'en demandant au président de se taire, ils vont sauver leur peau, ça me fait mal. Mais vous les entendez comme nous. Ça me rappelle les frondeurs François Patriat, vous ne les entendez pas comme nous, ces parlementaires. Ils ne viennent pas vous le dire. À vous, les parlementaires, qu'ils aimeraient bien qu'Emmanuel Macron se taise. Écoutez, vous ne les entendez pas. Moi, je fais campagne tous les jours. Oui. Hier, j'étais avec Gabriel Attal et 4 candidats dans les rues de Dijon. Et j'ai entendu sur 50 personnes qu'on a croisé, une personne le dire en effet. Il y a des gens qui le disent aujourd'hui. Mais pensez aujourd'hui. D'abord, il faut penser au jour d'après. Bien sûr, on a évoqué le chaos. Bon, on n'en est pas encore là. Le jour d'après, pour moi, c'est qu'il faudra avoir à la tête de l'Élysée, quoi qu'il arrive, un président fort. Et c'est pas aujourd'hui, dans le Canada qu'on me le fait, qu'on ne pourra l'avoir. Le jour d'après, notre ministre de l'Intérieur, on a parlé ce matin, on va l'écouter, c'était sur Europe 1. Il y a des notes de services de renseignement qui évoquent de possibles troubles à l'ordre public. Le 30 juin et plus certainement le 7 juillet, le jour du second tour. Il y a des menaces comme l'islamisme radical, qui est la première menace de notre pays, évidemment. Et puis il y a une menace d'ultra-gauche et d'ultra-droite qu'il ne faut pas oublier. Donc nous nous y préparons. Les policiers et gendarmes seront en nombre. C'est pas la force, c'est pas le coup de poing qui fait la démocratie, ce sont les Français. Guillaume Fard, est-ce juste un sentiment que nous livre le ministre de l'Intérieur, ou on a des éléments concrets qui laissent penser au fait qu'il pourrait y avoir, que ça puisse dégénérer les 1er et 8 juillet ? J'ai pas lu les deux notes en question. J'avais lu celle qui précédait la manifestation du 15 juin et qui prédisait à peu près la même chose. C'est-à-dire que ce que l'on observe, c'est qu'il y a une tendance de fond où des activistes environnementalistes et anticapitalistes convergent vers la mouvance Antifa.
Ça, c'est ce que disent les services de renseignement. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir passer à l'acte? C'était prédit pour le 15 juin, ça ne s'est pas produit. Donc ça reste une science très inexacte et très incertaine dans ses prédictions. Après, le lendemain du 7 juillet, plusieurs scénarios sont possibles. Vous pouvez avoir des manifestations spontanées sur l'ensemble du territoire national, un peu comme quand il s'est agi de protester contre la réforme des retraites. Vous vous en souvenez, avec tous les soirs des feux de poubelle. Bon, elles n'étaient pas évacuées à Paris à ce moment-là. Mais ça peut créer des problématiques d'ordre public sur l'ensemble du territoire national, avec 30 escadrons de gendarmerie mobile qui sont actuellement stationnés en Nouvelle-Calédonie, d'autres qui vont converger sur la plaque parisienne, mais si vous avez une élongation territoriale, c'est plus difficile de tenir le pays. Vous pouvez avoir un mort. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on appelle une élongation territoriale? Si vous devez couvrir... Élongation tout court, je vois. Territoriale. La métaphore est assez facile à comprendre. Vous avez le maximum de force sur la plaque francilienne. Et là, vous avez des troubles à l'ordre public dans toutes les villes de France. Vous faites comment? Soit vous basculez les forces et vous les avez plus pour les Jeux Olympiques, soit vous ne traitez pas... C'est un problème de troupes. Voilà, c'est un problème de qui doit aller où. Si vous avez tout concentré au même endroit, c'est plus difficile. Mais se pose aussi une question qui n'est pas neutre, c'est selon qui sera en responsabilité place Beauvau le 8 juillet et les jours d'après, quelles seront les consignes qui seront données en termes de doctrine de maintien de l'ordre? Qu'est-ce qui se passe si vous avez un mort pendant ces manifestations? Est-ce qu'on repart pour des semaines et des semaines avec de la violence et parfois de la violence extrême? En réalité, on n'en sait strictement rien. C'est très difficile à prédire. C'est un risque. Et c'est un risque d'autant plus fort que le 8 juillet, on sera à 2 semaines et demie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc le contexte n'est pas le meilleur. Et quant aux forces de l'ordre, évidemment, il y a un événement majeur que sont les Jeux Olympiques. Et par ailleurs, il y a des risques de troubles à l'ordre public. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous pensez que les Français, dans leur ensemble, accepteront le résultat de ces législatives, je dis bien même si le RN a la majorité absolue? Ce que je constate, en tout cas, c'est que les propos du président de la République les préparent à ne pas les accepter. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre civile, entre guillemets, le chaos, c'est pas seulement qu'il l'annonce, c'est qu'il le souhaite. Encore une fois, c'est lui qui avait cette décision de dissoudre dans ces conditions entre les mains. D'autres options étaient possibles. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est que la raison pour laquelle vous vous posez avec autant d'insistance cette question de mais pourquoi utilise-t-il ces mots et pourquoi parle-t-il autant, etc., c'est qu'au fond, comme beaucoup de citoyens français, désormais, il n'y a plus aucune confiance dans la parole du président et d'ailleurs pas plus de ses ministres. J'entendais Gérald Darmanin. Honnêtement, tout n'est que manipulation, instrumentalisation, évidemment. Et s'agissant d'Emmanuel Macron, j'en suis même à me demander si la raison pour laquelle il parle si souvent alors que son propre camp lui demande de ne pas le faire, en effet, c'est pas parce que au fond, il souhaite la victoire. Oui, hormis François Patria. C'est pas parce qu'au fond, il souhaite la victoire du Rassemblement national. Moi, vraiment, c'est comme ça que je finis par voir les choses. Parce que il alimente le feu. Mais bien sûr, ces propos sont quand même assez unilatéraux. C'est-à-dire que ceux à qui il s'en prend sans arrêt, avec insistance, avec caricature, c'est toujours le nouveau Front populaire. On ne l'entend quasiment jamais attaquer le Rassemblement national. Et pendant ce temps-là, donc, il tente d'affaiblir le nouveau Front populaire et il affaiblit son propre camp. Dans ces 3 pôles que tout le monde évoque, qui en ressortirait gagnant de cet affaiblissement? Donc moi, j'attire vraiment l'attention de tous les citoyens qui nous écoutent sur l'instrumentalisation, la manipulation et ne pas perdre de vue l'enjeu principal, essentiel de cette élection, qui est évidemment d'éviter l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Juste une petite précision, quand il a parlé de guerre civile, il a renvoyé dos à dos le risque de guerre civile qui viendrait du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. On est d'accord. Il l'a fait vraiment à parts égales en renvoyant dos à dos. Donc ce mot-là, c'est la première fois. Et je précise juste ceux qui suivent ces prises de parole depuis quelques jours ont remarqué que son principal adversaire, qu'il caricature allègrement, il n'en fait jamais autant. Le Rassemblement national ne serait pas raciste, antisémite, etc. Pourquoi ne s'en prend-il pas à ce Rassemblement national qui nous a donné 1000 illustrations de tous ces méfaits par le passé? Mais il ne s'en prend que très rarement à lui. La réalité, c'est qu'il aurait un intérêt objectif, visiblement, à créer cette cohabitation avec le RN, à lui donner sa majorité absolue, et nous devons défaire ça à temps. Là, vous venez de nous dire que vous pensez qu'il veut Bardella à Matignon. Ah oui, clairement. Bon, vous ne saviez pas que vous aviez un président de la République qui était un allié objectif, Philippe Ballard. On ne l'a pas vu de cette façon, mais je voudrais vous rassurer, nous ne sommes ni racistes, ni antisémites. Nous le condamnons du plus profond de nous-mêmes. Bien sûr.
Oui, C'est pour ça que des les candidats faits chez vous font régulièrement des saluts nazis. Et quand il y en a un qui a été repéré, il a été désinvesti sur le champ. En fait, parce qu'il a eu le malheur d'être repéré. Non pas parce qu'il faisait des saluts nazis, mais parce qu'il a eu le malheur d'être repéré. En préfecture, on passe tout le monde au tamis et malheureusement, je suis le premier à le regretter et nous le regrettons tous, il peut y avoir un candidat qui effectivement n'a pas été repéré. Dites-moi les yeux dans les yeux que ça n'est pas, que ça n'est pas le cœur de votre offre politique que la xénophobie, le rejet de l'autre. Non, pas du tout. Non. Ah bon, ça peut être très la bien. Priorité nationale. Eh ben, ça peut être la défense de l'identité de la France. Je remarque que toutes vos mesures programmatiques, économiques et sociales ont été détricotées et abandonnées. On le combat de toutes nos forces. Donc, je remarque que toutes vos mesures programmatiques, économiques et sociales ont été... Attendez, c'est bien qu'on vous entende. À partir du moment où vous engagez ce débat, je vous ai laissé le faire pour qu'on puisse vous entendre l'un après l'autre. Alors, je vous laisse. Merci de terminer. Je remarque que toutes vos mesures économiques et sociales ont été détricotées et abandonnées les unes après les autres et qu'en revanche, celle qui reste de façon constante et sans jamais y toucher, c'est le refus de l'étranger, que ce soit un étranger en situation, disiez-vous au début, irrégulière, puis ensuite un étranger même en situation régulière, puis maintenant même les Français que vous qualifiez de papier, simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, le bon prénom. Mais oui, bien sûr. Oui. Mais Philippe Ballard vous répond. Ce n'est pas ça votre élément distinctif. Philippe Ballard vous répond. Parce que là, il y a plusieurs points. Il y a le programme économique et social. Alors très rapidement, Jordan Bardella a tenu une conférence de presse hier. Il y a les mesures d'urgence qui seront prises dans le collectif budgétaire au mois de juillet. Il y aura le temps, avec des mesures purement sociales, il y aura le temps de l'audit et il y aura le temps, mais cet automne, ça va arriver très vite, le projet de loi de finances, des mesures structurelles. Ensuite, mais on voit très bien l'amalgame. Alors je ne sais pas en fait si vous le faites sciemment en ayant très bien compris que vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, ou si vous êtes toujours dans une sorte de toupie qui tourne. Non, on veut juste lutter contre les clandestins, par exemple, qui n'ont rien à faire en France. Oui, tout à fait. Donc, du coup, on les... Alors, attendez, mais je vous ai pas coupé, je vous ai pas. Non, mais alors, vous mélangez tout. Mais vous mélangez tout. Moi, je vous parle de point numéro 1, les clandestins, qui n'ont rien à faire en France. Il y a 120 000 OQTF qui ne sont pas réalisés. Ça, on va le faire. Ensuite, vous me parlez, alors je vois où vous voulez aller, les binationaux. On a clairement dit hier que pour certains postes à responsabilité, est-ce qu'on va confier une centrale nucléaire, un poste de renseignement dans le militaire à quelqu'un qui est franco-russe, franco-chinois? Non, évidemment. Moi, je vais être concret. J'ai fait une mission parlementaire en Chine et on a été briefé par la DGSE, la DGSI, qui nous ont dit à votre retour, vous allez sûrement être contacté par des gens qui sont qui appartiennent à la communauté chinoise, qui ont peut-être la double nationalité. Attention, parce qu'ils sont, de par la loi chinoise, obligés de rendre des comptes aux autorités chinoises. En l'occurrence, c'est plutôt le Parti communiste chinois. Donc, des postes à responsabilité, des postes. Je finis d'une phrase. Des espions ? Absolument pas. Les postes à responsabilité, ça concernera une poignée de personnes, mais à qui on ne va pas confier des responsabilités. Guillaume Fard doit vous interpeller. Il peut y avoir un risque. Moi, il y a juste un point que j'ai du mal à comprendre. Soit vous proposez quelque chose qui tout simplement existe déjà. Ça s'appelle l'habilitation au secret de la défense nationale. Si vous êtes binational et évidemment de pays qui sont des pays rivaux de la France, je pense à la Chine, je pense à la Russie, évidemment que vous êtes écarté de l'habilitation au secret de la défense nationale. Donc soit vous proposez quelque chose qui existe déjà, soit vous voulez proposer autre chose, qui est la proposition de loi constitutionnelle que vous aviez déposée il y a quelques mois et qui visait à exclure tous les binationaux de certains postes, et pas avec le qualificatif très sensible, les postes de hauts fonctionnaires. C'était votre propre proposition de loi constitutionnelle. Alors, vous avez proposé cela, donc soit c'est cela, il faut l'assumer jusqu'au bout, que les gens qui regardent soient au courant, soit c'est ce qui existe déjà, et auquel cas, à quoi sert ce que vous proposez? Mais Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce matin, vous avez passé un extrait sur RTL en l'occurrence, ont été très clairs. Ça ne concernera que les postes sensibles, ça concernera quelques personnes. Ça va mieux en le disant, et puis après tout, on peut imaginer. Pour l'instant, on ne peut pas faire de réforme constitutionnelle, parce que ça ne vous a pas échappé que Emmanuel Macron était toujours à l'Élysée. Il y a 6 directeurs de services de renseignement dans la communauté française du renseignement. Vous pouvez me citer une un modification binational de la Constitution, il faut avoir, a priori, sauf si Jordan Bardella arrive à convaincre le président de la République d'inscrire ça dans la Constitution. Voilà, tout simplement. Je peux prendre tous les services de renseignement du pays, vous ne trouverez pas un binational. Ça n'existe pas. Oui, écoutez, c'est vous qui le dites. Vérifiez. On peut toujours vérifier. Pardon. Alors, ça amène une question, François Patriat. Est-ce que ça marche en ce moment, est-ce que ça marche encore, je dis bien encore, de diaboliser le Rassemblement national? Je crois que pour répondre à ce qui a été évoqué à l'instant, et pour répondre à Najat Vallaud-Belkacem, et pour trancher un débat, s'il était candidate aujourd'hui contre un Front National, je voterais immédiatement pour elle. On en a parlé tout à l'heure avant, je voterai immédiatement pour elle. Parce qu'effectivement, l'adversaire de ce pays,
celui qui peut conduire à de graves difficultés sociales, humaines, économiques, c'est le Front National aujourd'hui. D'ailleurs, mais par contre, le pseudo-Front Populaire, la caricature du Front Populaire que je vois s'installer aujourd'hui, en fin de compte, qui se dit rempart au Front National, en fin de compte, et je crois qu'un ancien Premier ministre l'a dit, évacue beaucoup de gens du centre, voire même du bord de la gauche, vers le Front National aujourd'hui. Je vois tous les jours sur le terrain, j'habite à la campagne. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je fais campagne à la campagne tous les jours, ils me disent, moi je n'hésiterai pas François, entre ce que me disent aujourd'hui les écologistes, entre ce que me disent aujourd'hui une part de LFI, leur programme, les impôts, la récession, le déclin de la France, la déchéance de la France, je n'hésite pas, je vais au Front National. Je pense que l'attitude aujourd'hui de LFI, pas de tous les membres du nouveau Front Populaire, j'en évacue beaucoup qui aujourd'hui, pour lesquels je voterai dans un deuxième tour, au cas par cas bien entendu, mais qui aujourd'hui sont des vecteurs, des lecteurs du Front National, parce que les gens vous disent, avec les autres, bon, on pourra essayer, c'est sûr, c'est pas le déclin, mais c'est pas les impôts, mais c'est pas le déclin de la France, mais c'est pas le déficit, mais c'est pas la récession, mais c'est pas la déconsidération du travail. Non. Donc tout cela fait qu'en fin de compte, l'attitude du aujourd'hui nouveau ou du pseudo Front Populaire, eh bien, emmène des gens à voter Front National, voire au premier tour. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi je cogne autant sur le Rassemblement National, ou bien largement autant, voire plus, que sur l'extrême gauche aujourd'hui. Mais je pense que l'extrême gauche, il faut dénoncer son programme qui, en fin de compte, envoie les gens au Front National. Anna Cabana, dans l'interview du président hier, il dit, je cite, « Il y a beaucoup de gens qui votent extrême droite, car ils disent, on ne les a pas essayés. Ceux-là, je leur dis, message reçu, il faut aller plus vite sur l'insécurité, c'est un de mes regrets, plus vite, plus fort, etc. etc. » C'est audible, ça ? Alors déjà, quand Emmanuel Macron parle de regrets... Il est président depuis 7 ans. Hein. Oui, non, mais surtout, il n'exprime pas souvent des regrets. Hein. Une de ses phrases fétiches, vous savez, Yves, c'est de dire « Je ne vis pas de regrets, je vis de volonté, de ténacité. » Vous savez, il dit ça avec une sorte d'intensité. Les regrets, c'est pas... Il sait le faire, c'est un excellent comédien. Voilà, les regrets, c'est pas pour moi. Là, donc, il en est, c'est bien que l'heure est grave, il en est à exprimer publiquement des regrets, mais on n'est pas obligé de le prendre au mot non plus, parce qu'en fait, dans cette même interview, il parle de renverser la table, il dit qu'il est prêt à renverser la table sur les questions de sécurité, mais en fait, Emmanuel Macron, il parle tout le temps de renverser la table. Ça fait 7 ans qu'il veut renverser la table sur tous les terrains, c'est-à-dire sur le terrain de la recomposition politique, sur les terrains du rétablissement de l'autorité, sur les terrains... Il faut que les gens voient un changement dans leur vie sur ces questions de sécurité. Oui, mais Yves, c'est lui qui sent. Oui, mais c'est pas nouveau. Cette sémantique-là, dans la bouche d'Emmanuel Macron, sur l'autorité et sur la sécurité, elle n'est pas nouvelle. Il y a eu des zigzags. Là, il y a eu des zigzags depuis 7 ans, c'est-à-dire que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. D'accord ? Ça a été, si vous voulez, il y a eu une vraie oscillation dans la parole présidentielle, mais l'ère ouverte avec la nomination de Gabriel Attal à Matignon était une ère de Macron qui souhaitait le rétablissement de l'autorité. Et ça n'a pas, si vous voulez, et Darmanin était le porte-voix de ce message-là. Et pour autant, Emmanuel Macron n'est crédité en rien d'être le tenant d'une autorité républicaine. Mais souvenez-vous, regardez, rappelez-vous du discours des Mureaux en 2020. J'ai retrouvé la date du discours des Mureaux, 2 octobre 2020, d'accord ? Et là, c'était la ligne d'autorité républicaine, martelée, incarnée. C'était Emmanuel Macron contre les ennemis de la République. C'était un discours très, très, très fort, très ferme contre le séparatisme, contre les séparatismes. Et en fait, ça tient pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, ces oscillations font qu'il n'est plus crédité par ses électeurs d'être suffisamment constant et sincère sur ces sujets-là. Le président nous impose ce thème d'une certaine façon, François Patriat, mais on n'a pas l'impression qu'il est vraiment émergé en fait dans le débat actuellement, que les élections législatives ne se joueront pas là-dessus en tout cas. Comment vous percevez les choses ? Sur le sujet de la sécurité ? Oui. Non, mais c'est bien entendu. Moi, je l'ai dit. Si, vous dites oui ? Je l'ai dit. Il a raison. Non. Je l'ai dit dans plusieurs... Il a toujours réunions. Raison dans la bouche de M. Patriat. Non. Ce que je dis, c'est que j'ai alerté depuis plusieurs mois, plusieurs années, chaque réunion, sur l'exaspération des Français. L'exaspération des Français qui aujourd'hui, autour d'eux, voient la violence des jeunes, voient le séparatisme, voient les quartiers, voient les banlieues en difficulté, voient des fois des choses... On parle beaucoup, vous savez, du territoire rural oublié. J'habite le territoire rural. Ce n'est pas la réalité qu'on décrit tous les jours. Il y a des territoires ruraux en difficulté, mais beaucoup de territoires ruraux, périurbains ou même à loin des villes qui vont pas si mal que ça. Par contre, les Français, aujourd'hui, et ce qu'ils disent, je reviens au quartier, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vois bien François, regarde, aujourd'hui on peut plus, il y a des quartiers de zones de non-droit, il y a des endroits où les infirmières ne peuvent plus rentrer.
il y a des endroits où les policiers se font cracher dessus dans le commissariat. Donc ce n'est plus tolérable aujourd'hui. Mais pourtant, donc vous partagez les regrets du séparatisme. président de ne pas avoir fait assez dans ces domaines? Mais je pense que nous avons fait ce que d'autres n'ont pas fait avant. Attendez, bien entendu, je pense que nous avons doté la justice et la police de moyens sans précédent. Personne ne l'a fait avant. Alors, bien que nous, regardez le nombre de policiers que nous avons construits, regardez le doublement du ministère de la Justice, regardez comme les tribunaux fonctionnaient beaucoup plus vite au moment des émeutes dans les banlieues. Nous avons fait beaucoup, sans doute pas assez, mais c'est un problème qui préoccupe les Français. Et quand on leur dit, regardez, l'Europe a la réponse pertinente à vos grands problèmes aujourd'hui, la guerre, les attentats. On dit oui, mais d'accord, mais vous ne réglez pas le problème. Moi, j'attends de savoir, et je voudrais poser la question à monsieur le député, aujourd'hui, donnez-moi la certitude, puisque tout va être réglé comme un coup de baguette magique si le RN arrive au pouvoir, combien il y aura d'OQTF expulsés à Noël. Dites-moi aujourd'hui combien il y en aura. Donnez-moi un chiffre, parce que je vous prends au mot tout de suite, puisque vous avez la réponse à tout, la solution à tout. J'aimerais vous avoir sur les faits et dans les gestes, me donner des résultats. Alors, le terme baguette magique a été employé par Jordan Bardella hier et Marine Le Pen ce matin. On n'est pas. Je vais finir. On n'a pas de baguette magique, on l'a dit. Alors, sur les OQTF, mais on va régler un certain nombre de problèmes parce que le bilan, c'est 7 ans. On parle de sécurité. C'est une agression gratuite toutes les 40 secondes, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes pour les forces de l'ordre et 120 attaques au couteau par jour. Bref, sur les OQTF, il y a 120 000. Le chiffre est faux. Je ne sais pas d'où vous le sortez, mais il n'y a jamais 120 attaques au couteau par jour. C'est le chiffre du ministère de l'Intérieur et des syndicats de police. Ça n'y est pas. D'ailleurs, c'est pas une catégorie de l'État. Ça, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Une agression gratuite toutes les 40 secondes. Si vous avez les chiffres, vous nous les donnez. Et on donne la parole à Philippe Ballard tout de suite. Je vous le promets, Philippe. Il n'y a pas de chiffres sur les attaques au couteau parce que attaque, ça ne rentre dans aucune catégorie. Soit on parle d'homicide, de tentative d'homicide. Les chiffres des violences et de la délinquance en France aujourd'hui. Les chiffres des homicides, ils ont augmenté de 948 à 1010 entre 2022 et 2023 et on n'est pas à 120 attaques au couteau par jour. Ça n'est pas vrai. Voilà, ce chiffre-là, précisément, est faux. C'est pour effrayer les gens, mais ça n'est pas le cas. Mais sinon, on peut le prendre à l'envers. Hein. Est-ce que la violence et la délinquance augmentent effectivement en France? Sur les personnes, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, oui, ça augmente. Les atteintes aux personnes ont augmenté, mais il ne faut pas dire qu'il y aurait 120 attaques au couteau. Attaques, c'est quoi? C'est des tentatives d'attentats terroristes ou c'est des gens qui meurent dans des attentats? Il y en a eu 2 l'année dernière. C'est dans le cercle familial, c'est à l'école. Donc c'est des violences faites aux femmes. Attendez, parce que du coup, j'avais une question sur les OQTF. Oui. Il y a 120 000 OQTF. À Noël. Il faut un laissez-passer consulaire pour pouvoir expulser. On est d'accord. D'accord. Donc on va faire le bras de fer avec des pays qui nous les délivrent pas. Je veux dire comment? Moi, j'ai été saisi par des journalistes il y a plus d'1 an maintenant. J'ai demandé au ministère de l'Intérieur, à M. Darmanin, le nombre d'expulsions. Effectives. On a plus d'1 an. Jamais eu de réponse, à tel point que la présidente de l'Assemblée nationale... 14 000 l'année dernière en France, non, mais pas pays par pays. Non, pas pays par pays. Vous avez sur les pays par pays, vous ne l'avez pas. Les journalistes le réclament. Bien sûr que si, j'ai posé la question. Je n'ai jamais eu de réponse, à tel point que Mme Braun-Pivet, qui était présidente de l'Assemblée nationale, a écrit à M. Darmanin pour lui demander de répondre à ma question. Mais c'est Eurostat. Dans ce cas-là, pas du tout. Alors, expliquez-moi pourquoi des journalistes, il y a plus d'1 an, m'ont demandé aidez-nous à avoir les chiffres pays par pays. Il y avait même un article dans le JDD. Alors après, il y a 14 000 expulsions. Apparemment, il ne faut pas reprendre le revenus. Clairement, il faut reprendre. Mais un bras de fer, on a des moyens. C'est-à-dire, on ne délivre plus de visas. Ça a été fait. On tarie les flux financiers. Guillaume Fabre, on laisse terminer Philippe Ballard parler. Que ça soit la coopération, s'il vous plaît, que ça soit les flux financiers privés, Western Union, etc., on va à Bruxelles pour demander à l'Union européenne d'arrêter la coopération avec les pays qui ne veulent pas jouer le jeu, parce que là, on est quand même, c'est un peu délirant comme dossier. Là, vous êtes en train de nous dire, on peut rien faire. Alors, on va rien faire. Non, il se passe jamais. Mais allez sur le terrain. Parce que vous allez sur le terrain, effectivement, ce que vous dites, on entend la même chose. Personne ne vous dit qu'on ne peut rien faire, mais on vous demande comment vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses qui sont au cœur de votre projet. Disait, il y a eu des moyens. Nous, on a voté la LOPMI, par exemple, c'est la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur. Oui. Il y avait des moyens supplémentaires. Mais à côté des moyens supplémentaires, s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose pour la justice. On peut voter le budget de la justice, mais si derrière, ça ne suit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Non, là, vous venez nous dire, on aimerait les faire, mais on n'est pas sûr de pouvoir les faire. Hein. Non, mais, on va. Je vous ai bien compris. Déjà, volonté politique, bras de fer avec tous ces pays. Ça sera plus de visas, ça sera on tarie les flux financiers et on va voir l'Union européenne pour qu'ils fassent la même chose. Flux financiers publics et privés. Ah bon? Et on en reparle à Noël. Quand on parle de volonté politique, ça veut dire qu'on veut, mais qu'on n'est pas sûr d'aboutir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours. Najat Vallaud-Belkacem voulait réagir. Il n'y a pas eu de volonté politique. Najat Vallaud-Belkacem. Depuis 40 ans même. Oui, est-ce qu'on pourrait essayer d'apaiser le débat, déjà en partant d'un principe simple, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire que quand quelqu'un a une obligation de quitter le territoire français sur le dos,
il faut qu'il quitte le territoire français. La question, c'est combien de ces OQTF sont délivrés? Est-ce qu'il n'y en a pas trop par rapport à ce qu'il faudrait faire? Or, depuis quelques années déjà, et notamment poussé au flanc par le Rassemblement national, le gouvernement et M. Darmanin n'ont cessé de délivrer des OQTF, y compris à des individus qui n'étaient absolument pas des menaces, qui auraient pu prétendre à un autre statut qui était en cours d'instruction, par exemple. Par exemple, on peut leur refuser le statut de demandeur d'asile, mais ils peuvent être, parce qu'ils sont en train de travailler, régularisés par le travail, ou des choses comme ça. Donc, plus on délivre d'OQTF et plus on se met en condition de ne pas pouvoir en fait les exécuter parce que ça fait trop. Est-ce que vous nous dites qu'il y a trop d'OQTF? Bien sûr, je dis que Gérald Darmanin, poussé notamment par le Rassemblement national, pour faire du chiffre toujours, a multiplié le nombre d'OQTF, se mettant lui-même en difficulté pour les réaliser. Pourquoi il se met en difficulté? Parce que pour les réaliser, il faut des agents notamment pour reconduire les gens à la frontière. Or, aujourd'hui, les services publics, contrairement à ce qui était dit à l'instant par mon voisin, ont été déshabillés. Nous n'avons pas suffisamment de gens dans les préfectures, par exemple, et nous, on le voit tous les jours. Les procédures ne sont pas fluides comme elles devraient l'être. Les gens mettent un temps fou à voir leur dossier instruit. Les étrangers qui sont en demande, par exemple, de naturalisation ou de droit d'asile. Quand je vais dans ma préfecture, j'ai pas l'impression qu'on manque de personnel, mais enfin, c'est peut-être pas pour les questions d'OQTF. Non, pour les questions de droit des étrangers, je peux vous dire qu'on manque cruellement. Et d'ailleurs, la plupart de ces procédures ont été complètement digitalisées, numérisées, etc., déshumanisées, ce qui fait que des situations s'enquistent et deviennent mais vraiment terribles. Moi, je vais vous donner un cas précis. Par exemple, quelqu'un qui se voit accorder le statut de réfugié. Donc la France a reconnu qu'il avait droit à ce statut. Mais que ça va mettre ensuite 18 mois pour que les papiers nécessaires à ce qu'il puisse soient délivrés, à un travail, à des cours de français, etc., soient délivrés. C'est quelqu'un qui reste en l'air, suspendu dans de l'hébergement d'urgence qu'il aurait pourtant pu quitter en laissant la place. Donc c'est toutes ces procédures et cette espèce d'anémie, on va dire, administrative qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Et le gouvernement que vous soutenez, Monsieur Patriat, il a très largement contribué. Il a créé le problème. Il a créé les indésirables. Vous venez de nous dire que parce qu'on n'avait pas les moyens, il fallait expulser moins de monde. J'ai envie de vous dire que c'est, présenté comme ça, on peut pas... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, pardon, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens. C'est deux choses parallèles qui sont problématiques. La première, c'est que en fait, ce gouvernement a largement instrumentalisé la question de l'immigration avec le paroxysme de la loi immigration qu'on a vécu il y a à peine quelques mois, en ne résolvant aucun problème. Je veux dire, si c'était un sujet d'intégration, par exemple, pourquoi dans cette loi n'y avait-il aucune mesure pour faciliter l'intégration des étrangers? Pourquoi n'y avait-il que des questions de sanctions, de rejet, etc. Et deuxièmement, il se trouve que c'est un gouvernement qui a détricoté les services publics essentiels de la nation. Enfin, on parlait tout à l'heure du niveau de ras-le-bol des Français sur plein de sujets d'exaspération. Vous disiez, en fait, les Français, ils souffrent aussi du fait qu'ils ont moins de droits dans la réalité quotidienne qu'ils n'en avaient auparavant. Ils ont moins de droits en matière de santé parce que l'hôpital craque de toutes parts. Ils ont moins le droit en matière d'éducation parce qu'on ne met pas les moyens qu'il faudrait. Ils ont moins de droits même à la sécurité parce que, encore une fois, si vous ne mettez pas les moyens, pas seulement dans la police, mais aussi dans la justice et dans les préfectures, eh bien, vous ne résolvez pas même les problèmes de sécurité. Alors, il se trouve que Guillaume Faure d'Emmanuel Macron fait aussi référence en ce moment à des chiffres en hausse pour les violences et la délinquance ces derniers mois des plus jeunes, des mineurs. Est-ce qu'on a des chiffres et que propose-t-il dans son programme, si vous l'avez compris? Alors, sur l'augmentation générale de la délinquance, les indicateurs sur notamment les violences contre les personnes sont à la hausse. Ça, je ne cesse de commenter ces chiffres toute la journée. Ils ont augmenté régulièrement sur le quinquennat, à une exception qui était l'année très particulière 2020 avec le confinement, qui est une année d'anomalie statistique. Mais sinon, pour le reste, on a une tendance qui est une tendance à l'augmentation sur toute une série d'indicateurs de violence contre les personnes. Concernant les mineurs, bon, la délinquance des mineurs. Les mineurs, c'est 1% de la population carcérale. C'est 20% de la population française. C'est 13% des mises en cause dans les affaires judiciaires. C'est encore une fois 22% de la population française. Donc les mineurs ne sont pas les principaux responsables de tous les maux. Après, bon, il y a cet angle d'attaque. Ils ne sont pas surreprésentés. Non, clairement pas. C'est eux qui sont plus particulièrement visés. Mais après, c'est par les annonces, pour les mesures. Mais après, ce sont pour des motifs qui sont essentiellement politiques, avec cette question qui est celle de l'excuse de
de minorité entre 16 et 18 ans, puisqu'il appartient pour les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans lorsqu'ils sont jugés, à la formation de jugement d'apprécier si oui ou non ils encourent la même peine qu'un majeur ou la moitié de la peine. Mais je tiens à dire que pour les faits les plus graves, c'est-à-dire pour les cours d'assises qui se jugent, donc les crimes qui se jugent devant les cours d'assises de mineurs, c'est un juré populaire qui choisit si oui ou non on vous juge comme un majeur. Donc c'est l'expression chimiquement pure de la volonté du peuple. C'est-à-dire que c'est 6 personnes tirées sur les listes électorales plus 3 magistrats professionnels qui, en conscience, vont regarder un mineur accusé de crime, c'est-à-dire les faits les plus graves, et dire si oui ou non il convient de le juger comme un majeur. Partant de là, je ne vois pas pourquoi il faudrait supprimer ça. Pourquoi retirer aux Français la possibilité de juger un mineur ? D'autant plus, et j'en termine là, qu'on considère que si vous avez 16 ans, vous devez avoir la majorité pénale. Mais alors par contre, conduire, non. Voter, non. Donc en fait, vous n'êtes pas majeur pour tout un tas de sujets, mais par contre, quand vous enlève quelque chose rendre des comptes. Qui participe de l'individualisation de votre peine, rendue au nom du peuple français avec 6 jurés tirés sur liste électorale et 3 magistrats professionnels, ça non, bizarrement, là il faut l'enlever. Philippe Ballard, vous proposez même de supprimer l'excuse de minorité, tout comme les allocations pour les parents de jeunes délinquants récidivistes. Ces mesures sont-elles vraiment applicables ? On s'interroge clairement notamment sur ce que serait la réaction du Conseil constitutionnel. Alors, s'il y a la volonté politique, oui. Moi, vous savez, on lit beaucoup il y a des rapports de pédopsychiatres qui étudient ça depuis des dizaines d'années, et des gens qui voient passer ces jeunes, et ils disent plusieurs choses. Déjà, il faudrait sanctionner au premier délit. C'est-à-dire pas laisser les sursis s'empiler, et puis au bout du 15e, 20e sursis, ça tombe. Alors là, du coup, oui, il y a une peine. Donc, premier délit, on sanctionne. Excuse de minorité, moi, je vous ai écouté, mais on parle déjà à ceux qui sont en première ligne, aux policiers, aux gendarmes. Enfin, vous avez un raisonnement bien bâti, avec des références en droit. Nous aussi, évidemment, on respecte l'état de droit, mais vous ne vous rendez pas compte qu'un mineur de 2024, c'est pas un mineur de 1945. Ah, d'accord. Parce qu'en 1945, il n'y avait pas de délinquance des mineurs et de crimes commis par des mineurs. La société a un peu évolué. Ah, d'accord. Donc, tout à fait. Et donc, en tuer moins en 1960, il faut tout simplement changer les règles. Le nombre d'homicides a été divisé par 2. C'est juste de... Non, mais attends, arrêtez d'expliquer. Enfin, je sais pas, vous êtes politique ou journaliste, faut savoir. Moi j'ai fait mon choix. À un moment, j'ai arrêté, vous voyez, j'ai été journaliste, puis je suis passé politique. Moi, je lis les statistiques. Non, mais oui, vous lisez les statistiques. Il n'y a pas d'augmentation dans l'ultra-violence. En 1990, il y avait 3 homicides pour 100 000 habitants. On est tombé à 1,4. Vous voulez que je vous dise quoi ? On tuait plus sous Nicolas Sarkozy que l'année dernière. On vous parle des plus jeunes. Oui, mais on parle de l'augmentation. On parle d'augmentation de la délinquance. Concernant les mineurs, je veux dire, le nombre de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires entre 2005 et 2022 est resté constant. Voilà, je vous dis quoi ? Ce sont les chiffres. Je vous demande et les faits du quotidien, les incivilités, comme on dit. Les incivilités, c'est pas les crimes. Ça peut être très large. Oui, c'est sûr. Mais aller sur le terrain. Alors, je pense que vous rencontrez des policiers, des gendarmes, et allez également rencontrer juste, vous voyez, la vraie vie des gens. Voilà. Oui, parce que, mais ce que nous vous rencontrons savez, sur le terrain. Vous savez de ma vie. Vous allez voir, vous aurez exposé ça et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Bon, c'est intéressant parce que le débat est beaucoup plus violent ce soir. C'est un expert et un élu du Rassemblement national. Vous préconisez des peines planchées qui ont été jugées anticonstitutionnelles. Qu'est-ce que je vous dis ? On les rétablira, mais enfin, ça a été fait à une époque. Mais il y a déjà une jurisprudence Dati de mémoire qui les avait instaurés. Oui, il y a une jurisprudence du 22 juillet 2005 qui dit que de toute façon, c'est contraire à un principe constitutionnel qui est l'individualisation de la peine. Et que de toute façon. C'est bien, c'est qu'avec vous, on fait rien, si vous voulez. La question, c'est comment est-ce que vous comptez contourner la Constitution ? Ça, c'est une question majeure. Alors déjà, il faudrait peut-être que parfois le Conseil constitutionnel arrête aussi de se prendre pour un politique. Enfin, Monsieur Fabius a été prononcé. Donc vous ne voulez plus de l'état de droit, en fait. Donc on est pour l'état de droit, à condition quand même que de temps en temps, cet état de droit, en l'occurrence le Conseil constitutionnel et Monsieur Fabius, qui fait des tribunes libres. Enfin, il en a fait une dans le Monde il y a quelques semaines, quelques mois, pour nous expliquer sa vision quand même de la vie politique française, de la société. Enfin, est-ce que c'est le rôle du président du Conseil constitutionnel ? A priori, non, quand même. Je sais pas ce que ça change au a priori, non, mais attendez, là, on ne peut pas être jugé parti dans la vie, si vous voulez. Vous dites non, mais on ne peut pas être jugé parti. Je vous dis, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel. On s'en remettra. Et puis, il y a des décisions, mais là, ça sera le
deuxième voire troisième temps, 2027 ou peut-être avant si le président de la République démissionne, où on pourra faire des référendums pour nous mettre à l'abri de toutes ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, de la vous Cour dites de les choses justice de clairement l'Union et européenne. il faut que les citoyens l'entendent. Mais on s'en Donc cache vous pas. ferez Mais un on s'en cache référendum pas. pour sortir de C'était le l'état de problème droit. de Marine Le Pen. Mais on sort pas de l'état de droit. Vous savez, la Cour de Karlsruhe en Allemagne, la Constitution, c'est à ça que ça en sert. Allemagne, ils se mettent à l'abri de toutes ces jurisprudences qui viennent. Alors ils ont un prisme développé sur l'économie. Eux, c'est plutôt les questions économiques et sociales. Ils se mettent à l'abri. Pourquoi nous, Français, nous ne pourrions pas nous mettre à l'abri sur ces jurisprudences? Parce que la sur question lesquelles s'appuient économique les et la magistrats, question... par exemple, pour ne pas expulser des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Parce que la national. question économique et la question des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous les avez un peu dévoyés, cette liberté, égalité, fraternité quand même. Najat Vallaud-Belkacem, vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que vous estimez que c'est le rôle de la police de proximité que vous soyez de développer, de faire respecter en fait au jour le jour l'apaisement des plus jeunes et d'une certaine façon, voilà, les lois de la République et restaurer l'autorité? Mais vous savez, est-ce que c'est le rôle de la police de proximité? Tout à l'heure, je déplorais le fait que les services publics aient été largement détricotés. Il faudrait y rajouter que ce à côté de quoi on est complètement passé depuis plusieurs années, c'est de repenser les besoins qui sont les nôtres pour vivre en société. Et typiquement, par exemple, on parlait tout à l'heure des incivilités, du fait qu'on assiste à de l'hyperviolence chez des jeunes, etc. Est-ce qu'il y a un moment où on va se dire que tel que on fonctionne aujourd'hui avec les services publics que l'on a, on n'est pas suffisamment armé pour entourer, encadrer, accompagner, sanctionner quand il le faut, venir en aide à des familles qui sont complètement dépassées, donc notamment les ce familles sont des fonctionnaires en monoparentales. plus. Donc la police de proximité, par exemple, c'est une chose qui marchait et donc qu'il faut remettre en effet parce que ça crée de la présence humaine et y compris de l'autorité et du cadre. Mais il y a beaucoup d'autres services publics qu'il faut repenser pour les remettre plus en adéquation avec les besoins des gens aujourd'hui. J'évoquais la question des familles monoparentales. Aujourd'hui, si on ne comprend pas qu'il faut inventer d'autres mécanismes pour entourer les adolescents, notamment dans les quartiers difficiles où ils sont livrés à eux-mêmes, mais on passe à côté de tout et on se contente de débattre pour rien. Aujourd'hui, on a besoin d'assumer des services publics forts et c'est ce que fait la gauche dans cette élection. Une toute dernière question, François Patriat, je vois que vous voulez réagir. Et quand même, est-ce que l'excuse de minorité, il faut vraiment l'atténuer, d'après vous, comme le préconise le Premier ministre? Je pense effectivement que, compte tenu des événements actuels, qu'on le veuille ou non, il y a une hyperviolence aujourd'hui plus importante chez les jeunes aujourd'hui. On a bien vu l'institutrice qui a été assassinée dans les Pyrénées. On a bien vu les agressions. Je sais, mais quand même, vous savez qu'à chaque fois, un fait divers, ça trouble la vie politique. Je me souviens de l'élection de 2020, un fait divers, ça peut tout bouleverser. Donc, je ne suis pas un adepte des faits divers, on les utilise beaucoup trop, mais on ne peut pas éluder le fait qu'il y a maintenant une violence débridée chez les jeunes qui monte actuellement. Je comprends comme tel. Pour la réponse, je voudrais répondre à Najat Vallaud-Belkacem, parce que quand on est de l'opposition, j'y étais aussi un peu parfois, dans ma vie, on découvre immédiatement les solutions. On a des solutions à tout, et puis en même temps, on est frappé d'une amnésie terrible. Je donne par exemple aujourd'hui désarmer les pouvoirs publics. Attendez, qui est-ce qui a réarmé l'éducation nationale avec des crédits comme vous n'en avez jamais mis? Qui est-ce qui a dédoublé? Qui est-ce qui paye mieux aujourd'hui les professeurs? Qui est-ce qui paye mieux aujourd'hui? Mais aujourd'hui... Mais attendez, moi je veux bien qu'on ait raconté n'importe quoi pendant des mois, mais pas sur ce sujet-là. L'augmentation du budget de l'éducation nationale a été plus importante entre 2012 et 2017 qu'elle ne l'a été à partir de 2017. Honnêtement, François Patriat, j'en témoigne, et sûr que Madame quand on prend en compte l'inflation était ministre à l'époque. Bien sûr. Justement, elle a oublié qu'elle a été ministre, elle a oublié doubler les classes. Elle a oublié de doubler les classes, par exemple. Ça, c'est autre chose. Elle a oublié de mettre les enfants à l'école à 3 ans obligatoire. Aujourd'hui, elle a oublié pas mal de choses. Moi, je ne critique pas. J'ai soutenu le gouvernement fidèlement et loyalement. Je crois, à l'époque. François Hollande, je l'ai soutenu. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de me dire que ce gouvernement aujourd'hui, alors qu'il par hasard, attendez, la volonté politique. C'est comme l'opération du Saint-Esprit. Parce qu'on aura la volonté politique, on va résoudre tous les problèmes demain. Parce que vous croyez aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas de volonté politique? Vous croyez qu'il ne veut pas lutter contre la délinquance? Vous croyez qu'il ne veut pas lutter contre les problèmes de santé aujourd'hui? Quand on a fait le Ségur de la santé, 19 milliards, combien le gouvernement de François Hollande a-t-il mis dans la santé? 2 milliards. 19 milliards là. Et vous dites aujourd'hui qu'on désarme les services publics? Je ne peux pas entendre des choses comme ça. On en reste là. Merci infiniment les uns les autres.